je suis agronome de formation, et ensuite j'ai fait un double cursus de socio-anthropologie de l'alimentation et d'économie du développement. Je travaille plus aujourd'hui en socio-anthropologie de l'alimentation sur les questions de changement alimentaire dans le monde. Est-ce qu'il y a de la convergence? Est-ce qu'il y a une singularité? Je travaille beaucoup sur les questions de sécurité alimentaire et puis plus récemment sur ce que veut dire alimentation durable. Et j'ai mené avec des collègues de l'INRA, la recherche agronomique française, un exercice de réflexion dit stratégique, c'est-à-dire en fait l'identification de où sont les débats aujourd'hui dans le monde sur les questions de l'alimentation durable et quel est l'agenda de recherche qu'on peut se donner sur ces questions en France. Et moi je travaille au CIRA, qui est un institut public de recherche sur les questions agricoles, alimentaires, environnementales, mondiales, internationales, plutôt dédiées aux pays en développement. Et donc, Jean-François m'avait demandé de faire une intervention sur les questions de changement de modèle agricole et alimentaire. Et l'idée que je voulais vous présenter, c'est une idée qui est en cours de réflexion avec une série de collègues, on pourra projet si vous voulez, qui est sur le rôle des villes. Les villes qui ont été toujours construites contre l'agriculture, indépendamment de l'agriculture, bien évidemment nourries par le secteur agricole, mais les villes se sont toujours complètement fichues de l'agriculture, ce qui est garantir qu'elles soient nourries. Et donc ça n'a pas été un acteur particulier du secteur agricole. Ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que c'est en train de changer. Que les villes, c'est à la fois une extraordinaire concentration de problèmes, qui exacerbe la non-durabilité du système alimentaire dans lequel on vit, et qu'en même temps, c'est peut-être dans les villes que ça montre la solution alternative pour sortir de l'impasse. Et c'est ça que je voudrais mettre en débat. J'ai un peu la tendance à être caricatural et véhément pour vous dire que je suis totalement en désaccord avec les idées extrêmes. C'est un peu exprès pour provoquer la discussion. Donc je vais essayer de taper allègrement sur le fait qu'il faut augmenter la production pour ouvrir la planète, que ce n'est pas un problème. Je vais essayer de vous dire que la relocalisation des circuits courts, c'est n'importe quoi, c'est pas ça qu'il faut faire. Je vais essayer comme ça d'appuyer sur quelque chose, l'agriculture familiale surtout pas. J'aimerais bien qu'on débatte de ça parce que je voulais un peu ronronne moins sur ces questions. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aborder ça. Bon, sur l'organisation, j'ai pas de PowerPoint. Je vais essayer de faire ça sans support de chiffres ou de photos. Je voudrais qu'on retienne quelques éléments sur l'urbanisation, sur son importance. 1960, un tiers de la planète vit en ville. Grosso modo, depuis 2005, la moitié de la planète vit en ville. 2050, au moment où la population sera censée se stabiliser, on sera à plus des 2 tiers de la population qui sera urbaine. Donc on est sur une planète qui est définitivement plus urbaine que rurale. Et au sein du milieu rural, il y a beaucoup de gens qui vous disent qu'une bonne partie de la population rurale vit désormais exactement comme les urbains, c'est-à-dire consomme comme les urbains et a des modes de vie complètement urbains. Par exemple, il y a des gens qui vous disent en France, il n'y a plus de ruraux. Plus que des urbains qui vivent à la campagne et qui vivent en ville. Ce sont tous des urbains. Le monde a donc fondamentalement basculé dans un univers majoritairement urbain. Et on s'est interrogé sur comment on a réussi à voir une telle explosion de la population urbaine, donc par définition non agricole, qui ne produit pas sa propre nourriture. Comment l'agriculture a réussi à faire pour nourrir cette population, et est-ce qu'elle peut continuer à nourrir une population qui va devenir de plus en plus urbaine. Donc historiquement, quand on essaie de reconstituer, qu'on regarde les travaux des historiens sur comment s'est transformée l'agriculture avec l'apparition et le développement des villes, la première chose qu'on constate, c'est que l'urbanisation a provoqué l'apparition d'un secteur entre la production agricole en zone rurale et urbain, qu'on va appeler plus tard le secteur agroalimentaire, qui est l'apparition de tout ce qui est le transport, le commerce, la transformation des produits pour les stabiliser. On ne peut pas transporter plein d'eau, il faut transporter des produits plus secs, la distribution, les marchés, donc les marchés gros, puis les marchés de détail, et puis le stockage, et puis l'apparition du commerce, et puis donc l'apparition de l'assurance, et puis l'apparition de la
banque, et puis comme ça, de toute une flopée d'activités qui vont émerger grâce ou du fait de l'urbanisation. Alors, quand on regarde dans l'histoire de la planète, dans son histoire urbaine, on constate qu'on a eu une urbanisation qui a été très lente, relativement lente, on peut dire, même si on avait quelques grosses millions d'habitants, nourris par une population rurale qui sort des excédents de 1 million d'habitants qui, pendant plusieurs siècles, vont être consacrés à la construction de temps. Et on s'interroge un peu comment ils ont fait aujourd'hui. Parce que jusqu'à grosso modo le 19e siècle, l'urbanisation est relativement lente. Et puis elle va s'accélérer. Et pour s'accélérer, pour que les villes croissent rapidement, ça veut dire qu'il faut que l'agriculture soit capable de suivre et de rapidement fournir des excédents il ne s'agit pas de nourrir simplement les gros, il faut se mettre à nourrir les autres. Pourquoi ça commence à accélérer à partir en plus, on voit parallèlement une diminution des grandes familles, en particulier en Europe, même si elles se poursuivent un peu au début du XXe en Chine, en Russie, en Inde, en Afrique, mais pourquoi on voit un grand ralentissement des familles et pourquoi on voit une urbanisation qui s'accélère à partir du milieu du XIXe. Et ce qui est intéressant, c'est nos collègues, notamment de Vienne et des Autrichiens, qui ont beaucoup travaillé sur ces questions, qui nous montrent qu'on a découvert quand même deux formes de prédation pour arriver à augmenter la production agricole. La première, c'est ce qu'on appelle la prédation horizontale. Je vais chercher des terres là où il y a de la place. Donc je vais vers les terres vierges pour pouvoir mettre des gens à cultiver, pour arriver à nourrir la population. Mais pour ça, il faut que j'ai du transport à distance et le charbon va me permettre l'intensification du transport international. Et je vais pouvoir aller d'abord chercher des terres loin. Je vais chercher du gras vers le sud, je vais chercher des céréales, et je vais chercher à nourrir ma population et à décharger les surplus de population européenne vers l'ouest, donc vers les États-Unis, parce qu'il va venir des États-Unis. Et puis je vais coloniser le sud et je vais coloniser le sud-est. Donc, première phase, prédation horizontale qui va permettre en fait d'augmenter la capacité de production et pour nourrir les villes qui commencent à croître. Et puis deuxième grande révolution, c'est celle qui va vraiment faire décoller l'affaire, qui va vraiment accélérer l'urbanisation, c'est la prédation capitale. Quand j'ai grosso modo épuisé les possibilités d'aller chercher de la terre horizontalement, quand j'ai à peu près colonisé tout ce qui était facile à coloniser en termes de terre, je vais chercher dans le sous-sol de quoi intensifier ma production. Qu'est-ce que je trouve dans le sous-sol? J'ai le charbon, je l'ai dit, mais j'ai le pétrole. Et le pétrole va me permettre de faire quoi? Capter l'azote, faire de l'engrais, faire des variétés qui répondent à ça, et faire exploser la production agricole grâce à cette prédation verticale. Alors c'est l'azote. L'azote, c'est dans l'air, mais heureusement qu'il y a le pétrole, puisque s'il n'y a pas de pétrole, on ne peut pas transformer notre azote en nodules qu'on va mettre sur les plantes. C'est le phosphate, bien sûr, qui commence à s'épuiser, et puis c'est le potassium qui est moins menacé, on a la réserve. Et ça veut dire qu'on est allé chercher les minerais qui vont nous permettre d'intensifier, améliorer le transport et surtout d'intensifier l'agriculture. Grâce à ça, on arrive à nourrir une population non agricole qui accélère fortement. Alors la question sur laquelle on viendra tout à l'heure, c'est qu'on arrive à la fin de ce système de prédation verticale, puisqu'on arrive à l'épuisement de ces ressources-là. Et donc la question, c'est comment on va faire pour arriver à continuer une population urbaine qui continue de croître, alors qu'on n'a plus les moyens de maintenir un tel rythme d'accroissement de la production agricole, même si on a encore beaucoup de marge de manœuvre, et que cette marge de manœuvre, elle nous permet, grosso modo, de se dire qu'on peut tenir jusqu'en 2050, mais malgré tout, on a fondamentalement un problème qui n'est pas réglé. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde l'histoire de l'agriculture sur une période longue, on s'aperçoit que l'arrivée du pétrole en particulier va permettre de régler l'équation alimentaire en affranchissant l'agriculture de deux des fonctions qu'elle avait toujours assurées historiquement et qu'à partir de la fin du 19e, elle va cesser d'assurer. L'agriculture a toujours trois fonctions au départ: produire des aliments, produire de l'énergie et produire des matériaux. Et à partir du moment où on a du pétrole, on n'a plus besoin de lui faire produire de l'énergie, on n'a plus besoin d'entretenir des animaux très
qui quand même occupait une immense partie de la surface agricole pour fournir l'énergie, du transport et ensuite la consommation. Et puis, pour les matériaux, on a moins besoin de paille, on a moins besoin de bois, puisqu'on a le ciment et qu'on va pouvoir construire avec le pétrole. Donc c'est pour ça qu'on invente l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est la réduction des fonctions de l'agriculture à la seule fonction alimentaire. Mais n'oublions pas qu'historiquement, jusqu'au milieu du 19e, l'agriculture, c'est toujours trois choses. Alimentation, énergie, matériaux. Que depuis la fin du 19e, grosso modo, l'agriculture, c'est d'abord et avant tout, à part le coton, c'est d'abord et avant tout l'alimentation. C'est ça que rend le terme agroalimentaire. Est-ce qu'on peut continuer sur cette équation-là? C'est ça que j'aimerais bien qu'on discute. Alors, se développe du coup ce secteur agroalimentaire, ces activités de transformation, d'intermédiation, qui progressivement vont s'autonomiser, vont se spécialiser, vont se professionnaliser, vont devenir de plus en plus indépendants du secteur agricole stricto sensu, et vont créer comme ça tout ce secteur de l'intermédiation, les industries agroalimentaires qui vont progressivement se financiariser, s'interconnecter avec la sphère financière, avec le marché, c'est la création des marchés internes, c'est donc l'apparition de la finance internationale dans le marché agricole. Vous connaissez ces histoires de marché interne, de spéculation sur ces marchés, de grande pénétration du secteur financier dans le secteur agricole. Donc, autonomisation, indépendance, professionnalisation, spécialisation du secteur agroalimentaire qui va multiplier les intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs globaux. Les sociologues comme Giddens ou les sociologues qui travaillent sur l'histoire de l'alimentation interprètent le processus d'émergence du secteur agroalimentaire, le processus de mondialisation, interprètent l'histoire de notre alimentation comme un processus de distanciation, c'est le terme qu'emploie Giddens, et qu'on peut lire à trois niveaux. Le premier, c'est qu'on peut vraiment dire une distanciation géographique. On va chercher notre nourriture de plus en plus loin parce qu'on a les moyens de transport très peu coûteux. Je vous rappelle, le transport maritime ne coûte rien aujourd'hui. Faire venir de la nourriture de l'autre bout du monde en transport maritime, c'est incroyablement peu coûteux. Ça ne pèse rien dans le prix des aliments et dans le coût de carbone, et dans le coût environnemental des aliments. Ne l'oublions pas. Le mouton de Nouvelle-Zélande est plus intéressant environnementalement que le mouton du Larzac quand vous consommez en France. Ne l'oublions pas. Parce que le coût du transport pèse très peu. Donc, première chose, distanciation géographique, parce que le coût du transport est extrêmement faible. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle la distanciation économique. De plus en plus d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Des intermédiaires que sont les commerçants, les transformateurs, les stockeurs, les distributeurs, les restaurateurs, et toutes les activités qui tournent autour, et qui font que le consommateur ne sait plus d'où vient sa nourriture, ne sait plus par qui c'est passé, et on va voir les conséquences que ça a. Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à faire confiance à des tas de gens entre le producteur et vous, pour vous garantir une qualité de votre alimentation. Troisième distanciation, c'est ce qu'on appelle la distanciation cognitive. On ne sait plus, quand on est en ville, quand on n'a pas grandi à la campagne, on ne sait plus comment on produit, comment on transforme. On a perdu une grande part de sa connaissance sur les produits, sur ce qui fait leur qualité, d'autant que s'autonomise la sphère agroalimentaire, d'autant que les débats scientifiques sur les innovations technologiques brouillent énormément le consommateur. Est-ce que les OGM, finalement, c'est bon ou pas pour la santé et les allergies? Est-ce que vous êtes capable clairement de répondre à cette question? Personne aujourd'hui est capable de répondre. Clairement, il y a de la controverse. Est-ce que les OGM, c'est bon pour l'environnement? Est-ce que l'arrivée des technologies convergentes dans le domaine agroalimentaire, c'est un problème ou pas? Comment voulez-vous que le consommateur sache ça? Donc il y a une perte de connaissance et de maîtrise de l'information sur la façon dont vos aliments sont produits au niveau agricole et sont ensuite transformés, transportés, etc. Cette triple distanciation géographique, économique et cognitive, elle provoque une anxiété qui est complètement expliquée par les psychologues, les psychosociologues du risque, comme Slovic, qui montre ça très très bien. Ce que Slovic montre, c'est qu'on a peur, on est inquiet face au risque,
non pas tellement parce que le risque peut arriver souvent ou parce qu'il est grave, en tout cas c'est très peu dans nos critères d'appréciation du risque. Un des critères absolument essentiels, c'est est-ce qu'on a le sentiment de maîtriser ou pas ce risque. C'est pour ça que quand je suis assis avec mon volant dans les mains, j'ai moins peur de conduire, j'ai moins peur d'un accident que si je suis assis à côté du conducteur, parce que je maîtrise rien. C'est vieux comme la sociologie du risque, mais on voit bien, et c'est un moyen d'analyser l'affaire, c'est que cette distanciation, elle a provoqué une grande anxiété des mangeurs par rapport à leur alimentation. Ils ne savent plus où ça vient, ils ne savent plus comment c'est fait, ils ne savent pas si on peut faire confiance aux industriels. Et on se demande si les industriels ne sont pas plus là pour faire de l'argent plutôt que d'assurer la responsabilité de produire correctement. Donc on a bien cette inquiétude qui monte de la part du mangeur, même si objectivement l'alimentation n'a jamais été aussi saine. D'un point de vue risque sanitaire, on en a beaucoup moins qu'autrefois. Donc on a bien un décalage croissant entre à la fois le risque objectif tel qu'il est mesuré par les experts, qui nous disent aujourd'hui assez peu de risques dans notre alimentation, et une inquiétude croissante des mangeurs, entretenue par une série de crises. Souvenez-vous des gens qui aiment tant le cheval et qui mangent tant de lasagne, et bien voilà, il y a bien une crise où on suspecte en fait la malhonnêteté des industriels, et ça entretient une suspicion généralisée vis-à-vis du système. On travaille, nous, plus sur des pays en développement, sur des pays en industrialisation rapide. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur qu'est-ce qui a provoqué l'arrivée des supermarchés et l'industrialisation au Vietnam. Parce que c'est un espèce de laboratoire vivant au Vietnam, une industrialisation accélérée. En 10 ans, grosso modo, ils ont fait 70 ans de notre histoire, où ils sont passés, grosso modo, des marchés de rue et de la vente de rue au supermarché à toute vitesse. Donc du coup, on peut voir en accélérer ce qui se passe, et on voit bien la difficulté d'apprentissage pour les consommateurs, pour les mangeurs, de la délégation, de la confiance dans tous ces intermédiaires. Comment je fais pour prendre confiance dans ceux qui me vendent des produits que je ne connais pas, qui sont complètement opaques, je ne peux pas voir ce qui se passe dans l'entreprise, je ne sais pas ce qui s'y passe, et donc j'ai peur. Alors qu'est-ce que provoque cette peur, et notamment cette peur liée à la distanciation? Elle provoque un réflexe complètement normal de chercher de la proximité. Et pourquoi aujourd'hui le maître mot absolu, c'est la relocalisation, les circuits courts? C'est pour se rassurer, parce qu'on a une inquiétude vive par rapport à la distanciation. Donc ça, c'est inhérent, c'est déjà patent dans tous les pays industrialisés. Ça a commencé très fortement au Japon. On était les premiers à réagir et à réclamer de la relocalisation, avec tout le mouvement des Sanchoku et de tout ce qui est coopérative de consommateurs, tisser des nouveaux liens, qui est devenu un énorme mouvement politique au Japon, qui a donné du coup un signal qui est passé aux États-Unis avec les Community Support Agriculture, CSA, et tout ce mouvement de recherche de circuits plus directs, moins d'intermédiaires, et le grand mot de la relocalisation aux États-Unis, et puis qui est arrivé dans les pays les moins touchés par cette anxiété, qui sont les pays européens, et parmi eux la France, le dernier, on va dire, touché avec l'Italie par l'affaire, mais qui n'échappe pas à ça avec, vous l'avez entendu partout, les circuits courts, les produits locaux, si possible, moins d'intermédiaires et une plus grande proximité géographique. Donc, ça, inhérent à cette industrialisation du système alimentaire. Arrive, en plus de ça, la conscience environnementale avec Rio, avec les années 90, où on commence à comprendre que le système agricole et alimentaire a une responsabilité importante dans, en particulier, le changement climatique, les pollutions, la très grande érosion de la biodiversité liée à l'industrialisation des procédés. On sait qu'un des facteurs d'érosion de la biodiversité est lié à l'exigence des procédés de transformation agroalimentaire qui ont besoin de matières premières agricoles extrêmement calibrées, précisées, qui, à maturité très synchronisée, et qui vont du coup réduire fortement la possibilité d'utiliser une grande diversité de matières premières. Donc on prend conscience de ça. On prend conscience du fait que l'agriculture et l'agroalimentaire, il faut le savoir, l'agroalimentaire, bien plus que l'agriculture, sont des très grands consommateurs d'énergie fossile. Donc
on commence à se rendre compte qu'on est sur un système dans lequel vous continuez grosso modo de consommer 2000 kcal par personne et par jour, que c'est même en petite et lente diminution compte tenu de la réduction de votre activité physique, mais que le coût énergétique pour vous produire ces 2000 kcal explose depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que la quantité d'énergie qu'on va mettre sous forme d'engrais, sous forme de mécanisation, sous forme de transport, sous forme de transformation, de réfrigération, de stockage, de distribution, de déplacement pour aller faire vos courses, etc. Et si vous additionnez ça en termes de coût énergétique, ce qu'on fait dans ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie, ou les éco-bilans, on a une explosion des quantités d'énergie nécessaires pour continuer de vous fournir vos 2000 kcal qui vous permettent de vivre normalement. Et donc on voit bien que si ça se généralise à l'ensemble de la planète, c'est totalement non reproductible. On n'a pas assez d'énergie pour jouer à ça. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ce que je vais essayer de voir, de l'explorer. Donc prise de conscience des problèmes environnementaux. J'ai donc dit consommation énergétique, émissions de gaz à effet de serre. Bon, je ne reviens pas trop là-dessus. Vous voyez à peu près ce que ça veut dire, CO2, CH4 et surtout le nouveau chargé de beaucoup d'inconnus, mais il faut qu'on le retienne parce qu'il va avoir de l'importance dans nos affaires, le N2O, l'oxyde d'azote, 70 fois la capacité d'effet de serre de CO2, faiblement émis, mais essentiellement émis par les sols, et les sols riches en azote, sur lesquels on n'a pas une bonne maîtrise de la gestion de l'azote sur les sols. Donc, potentiellement, il faudrait un retardement pour découvrir en fait que nos systèmes de production agricole, qu'on a beaucoup de mal à évaluer en termes de capacité à capter et émettre du carbone, en fait, pose un certain nombre de problèmes et remettent en cause un peu les systèmes de production agricole. Je vais essayer de revenir dessus. Donc, crise environnementale, crise sanitaire, nouveau type de maladie lié à le difficile phasage entre l'accroissement de la consommation qui réalise dans un certain nombre de pays et la diminution de vos besoins énergétiques liés à la réduction très importante de l'activité physique. Et donc du coup, apparition des nouvelles pathologies nutritionnelles, qu'on appelle les pathologies de transition nutritionnelle, surpoids, obésité, maladies associées, diabète, etc., maladies cardiovasculaires, certains cancers, colorectal en particulier, et puis les nouvelles pathologies sur lesquelles on ne comprend pas encore grand-chose, mais qui semblent arriver et reposer des problèmes, que sont les intolérances et les allergies. Donc on voit bien que là, le système agroalimentaire industrialisé a une grande part de responsabilité dans l'arrivée de ce système, dans l'émergence de ces nouvelles pathologies. Aujourd'hui, plus importante dans les pays du Sud que dans les pays du Nord, en nombre de gens touchés. Les taux d'obésité chez les femmes à Tunis sont supérieurs à ceux des femmes aux États-Unis. On a atteint des niveaux catastrophiques en termes de pathologie nutritionnelle. Et on voit bien que là, il y a un système dans lequel on n'arrive pas à trouver l'amorce de la transition qu'on espère, c'est-à-dire ça serait juste passager, à terme on s'adapterait et on retrouverait un système de santé. Ces nouvelles pathologies nutritionnelles menacent complètement les équipements de la santé publique. Aujourd'hui, on fait le calcul en Tunisie sur le coût des maladies liées au surpoids et à l'obésité. C'est de toute évidence totalement ingérable par le ministère de la Santé, avec le budget qu'il a, et avec l'inertie qu'il a, c'est qu'il ne sait faire qu'une seule chose, c'est soigner. Alors que maintenant, il faut prévenir. Donc un vrai bouleversement qu'aujourd'hui, on est incapable, pour le moment, de savoir véritablement gérer. On pourrait parler d'autres éléments de non-durabilité du système agroalimentaire industrialisé, et notamment la question de création d'emplois. On pourra revenir si vous avez envie de discuter, parce que ça va être long de rentrer dans cette question des emplois. Grosso modo, on a une industrialisation agroalimentaire aujourd'hui qui va trop vite par rapport à la capacité d'adaptation des secteurs créateurs d'emplois dans le secteur agroalimentaire, c'est-à-dire les petites entreprises et le petit commerce. Et on a une disparition trop rapide de ces petites entreprises face à l'arrivée des grands monstres de l'industrialisation qui menacent et qui cassent beaucoup d'emplois, en particulier dans les pays développés. Donc on a ce terrain d'inquiétude croissante, cette prise de conscience depuis 90 et puis
toujours, qui s'est accéléré avec les prises de conscience plus récentes de la non-durabilité du système agroalimentaire industriel, voilà, qui sont sur la table, qui posent un certain nombre de problèmes et sur lesquels on voit, au niveau national, très peu de choses se faire, sur lesquels les politiques bougent très peu. Il n'y a pas véritablement d'amorce de changement ni dans les systèmes de production agricole, ni dans les systèmes de production agroalimentaire. On a de la société civile, on a des ONG, on a des initiatives individuelles, privées ou publiques, ou citoyennes qui se multiplient, mais rien ne bouge véritablement. Alors pourquoi les villes? D'abord parce que si on fait le constat de cette non-durabilité du système agroalimentaire, il est particulièrement patent en ville. Dans les pays en développement, les maladies, les nouvelles pathologies nutritionnelles sont beaucoup plus importantes en ville qu'à la campagne. Ça change ensuite en France, c'est maintenant plus important à la campagne qu'en ville, mais initialement, dans tous les pays en développement, les pathologies nutritionnelles sont plus importantes en ville qu'à la campagne. Les coûts énergétiques de l'alimentation, les pollutions, les bilans carbone que l'on peut faire de l'alimentation des urbains est largement supérieur au bilan carbone et au coût environnemental de l'alimentation développée. Donc les villes concentrent, en fait exacerbent le système agro-industriel qui n'est pas durable et révèlent en fait qu'elles accélèrent, compte tenu de leur croissance, elles accélèrent la non-durabilité du système. Donc elles concentrent, grosso modo, ce que le programme des Nations Unies pour l'environnement calcule, c'est qu'aujourd'hui, il nous dit la moitié de la population mondiale vivant en ville accapare 3/4 aujourd'hui des ressources naturelles pour se nourrir, se vêtir, se transporter, etc. Donc on est vraiment sur un système qui est fondamentalement, qui accentue fondamentalement la non-durabilité du système. Les inégalités entre pays du monde, vous le savez, se réduisent. On a une forte réduction des inégalités entre pays, mais on a une extraordinaire augmentation des inégalités à l'intérieur des pays, et en particulier à l'intérieur des villes. Là où se côtoie le plus aujourd'hui la très grande richesse et la très grande pauvreté, c'est désormais dans les villes, et encore dans quelques zones féodales, mais c'est quand même aujourd'hui le plus dans les villes, ce qui génère quoi potentiellement? De la tension sociale, et donc commence à arriver, et les émeutes dites de la faim en 2008 ont révélé ça, la possible non-durabilité de l'accroissement, d'un tel accroissement des inégalités urbaines. C'est-à-dire que ça pourrait commencer à devenir un bien public mondial, au sens où ce qui se passe dans les villes, en fait, potentiellement, concerne l'ensemble de l'État. Dernier point sur les villes que je trouve intéressant à citer, qui est notamment lié à des travaux de chercheurs français qui s'appellent Sabine Barnes et Gilles Biller, calculent d'où vient la nourriture qui sert à ravitailler Paris, ça sur Toulouse, Paris, Barcelone, Marseille. Donc ils calculent d'où vient la nourriture qui sert à nourrir la ville. Ils calculent le nombre de kilomètres parcourus par calories, ou par gramme de protéines, ou par tonne de protéines, ou par tonne de phosphate, enfin vous pouvez le faire sur les unités que vous voulez. Et vous calculez combien de kilomètres font les déchets issus de votre consommation, donc les bouts de station d'épuration, combien ils font de kilomètres, combien de kilomètres fait l'azote, fait le phosphore, fait le carbone, qui a été capté au loin, qui a été consommé en ville, qui a été chié en ville, et qui reste où? En périphérie de la ville. Et donc, ce qui montre, c'est que les villes sont, depuis le XXe, parce que c'était pas comme ça avant, parce qu'avant on recyclait et on ramenait, sont devenues d'incroyables ponts à concentration de matières azotées, phosphates, qui sont remises en périphérie des villes, avec une grande inquiétude maintenant, c'est que l'augmentation de l'azote en périphérie des villes, sur les zones périurbaines, parce qu'on n'est aujourd'hui pas capable de les transformer en engrais secs qu'on peut réexpédier au loin, on est toujours sur des produits humides, donc avec malgré tout une difficulté d'aller les ramener loin. Ça nous fait des sols très riches en azote, avec potentiellement une forte émission de la nourriture. Et
Et donc, du coup, potentiellement, et c'est aujourd'hui pas clair, mais c'est une des grandes discussions qu'on a, c'est que l'agriculture périurbaine sur des sols très enrichis par une bout de stations d'épuration très riches en azote est peut-être en train d'émettre beaucoup plus de N2O qu'une agriculture beaucoup plus éloignée, mais qui, de ce point de vue-là, est moins émettrice de N2O parce que moins intensive et avec une meilleure gestion de l'azote. C'est un champ fabuleux pour les agronomes d'étudier cette question-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Britanniques, qui nous ont attiré les premiers d'attention, ils ont quand même, n'oublions pas, 15 ans d'avance sur nous sur ces questions, les amis britanniques, peut-être parce qu'ils avaient une exacerbation de leurs problèmes avant nous, mais ils disent, nous qui avons beaucoup défendu les circuits courts, aujourd'hui, nous disons, les circuits courts, c'est pas forcément une bonne idée pour l'environnement. C'est peut-être une très bonne idée pour le lien social et pour retrouver de la confiance, mais attention, sur l'environnement, c'est peut-être une bonne idée. Donc ça veut dire un peu de prudence par rapport à ça, et en tout cas la nécessité d'une véritable analyse des effets et de l'intérêt environnemental du rapprochement des circuits. C'est-à-dire que ce qu'on a économisé avec un petit peu de transport, eh bien on l'a peut-être complètement perdu par l'émission. Deuxième chose que nous présentent ces Britanniques, mais pour un peu attaquer ces histoires de circuits courts, que je défends par ailleurs, c'est pas que j'attaque comme les Britanniques font un calcul très intéressant, c'est le coût énergétique des systèmes d'approvisionnement des villes. Donc, combien coûte le fait de produire, transporter, transformer, etc., jusqu'à arriver dans votre cuisine et dans votre assiette. Et il montre une chose très intéressante, c'est que la moitié du coût de transport, du coût énergétique, c'est votre déplacement en voiture pour aller au supermarché, faire vos courses et revenir chez vous avec 15 kg de nourriture dans votre coffre. Vous êtes parti faire 3 km, vous avez mis 15 kg de nourriture dans votre coffre, vous l'avez ramené chez vous. Ce coût-là, il est monstrueux. Donc ils nous disent par exemple, en fait le problème c'est pas de relocaliser l'agriculture, en tout cas d'un point de vue environnemental, elle a des tas d'autres intérêts, mais c'est de totalement réformer le système de distribution. Donc par exemple, d'encourager des nouvelles formes de distribution qui permettent un transport optimisé. Donc par exemple avec les gens du laboratoire d'économie des transports de Lyon, on commence à faire des calculs. Vous achetez sur Internet. Dans votre quartier, vous avez quelqu'un qui a été embauché par le quartier pour recevoir vos commandes dans la journée et vous livrer le soir chez vous. Vous créez un emploi et vous réduisez considérablement votre coût énergétique de votre système alimentaire. Uniquement en ayant joué sur la distribution. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que du coup, se reposer un peu et faire un bilan global nous conduit à changer peut-être de point de vue et de hiérarchie des problèmes. Donc les villes concentrent des tas de problèmes. Et du coup, parce qu'elles concentrent des tas de problèmes, parce qu'elles sont exacerbées, parce qu'est exacerbée la non-durabilité du système, du coup, les villes innovent. Et elles ont des ressources pour innover. Elles ont une concentration de savoir, elles ont une concentration d'argent, elles ont une concentration de ressources matérielles et immatérielles. Donc, elles ont une capacité d'innover. Elles brassent énormément, il y a plus d'idées, et du coup, les villes sont en train d'inventer des systèmes. Alors, pour le moment, c'est quoi? Le maître mot, c'est la relocalisation. Donc, c'est l'agriculture intra- et périurbaine, l'élevage intra- et périurbain, les nouvelles formes de solidarité et de création d'emplois et de création de liens entre des agriculteurs périurbains, les nouveaux types de contrats d'approvisionnement, les nouvelles formes de distribution, le renouveau des coopératives de consommateurs. Je ne vous fais pas un dessin, vous avez tous entendu parler de toutes ces initiatives, c'est exponentiel. Ça part de rien et ça arrive aujourd'hui à peu de choses en termes de volume, mais en termes symboliques et en termes de rassurance, relativement efficace. Donc, agriculture urbaine et périurbaine, grosso modo circuit court, un certain retour de la cuisine domestique, avec une partie des ménages qui se remettent un peu à cuisiner, même si parallèlement l'industrie alimentaire essaie de vous vendre déjà tout près, mais Kaufmann nous montre ça, on a un certain retour de la cuisine domestique, donc une certaine déconnexion partielle de notre système industriel, donc la volonté d'inventer quelque chose de nouveau. Ce qui est complètement nouveau, qui a grosso modo une vingtaine d'années aux États-Unis, au Canada, et puis qui est depuis, on va dire, 4-5 ans en Europe, c'est que les collectivités locales, les municipalités, les agglomérations, les communautés d'agglomération, les conseils généraux, les conseils régionaux, donc les collectivités locales, se ressaisissent de la question alimentaire, ce qui est complètement nouveau. Elles se foutaient complètement de la question alimentaire
alimentaire, qui était laissée au privé, qui était laissée à l'organisation du marché. Et aujourd'hui, elles prennent la responsabilité de construire progressivement, ce qui est complètement nouveau, des politiques alimentaires urbaines. Alors ça a commencé d'abord aux États-Unis et au Canada. Le grand exemple très connu dans l'étude qui s'intéresse à ça, c'est la ville de Toronto, qui depuis 20 ans s'est dotée d'une politique alimentaire urbaine, et qui a une politique qui sert à gérer les questions environnementales, les questions d'exclusion sociale, donc la réinclusion sociale par le biais de l'alimentation, par le biais des jardins, par le biais des activités de commerce, par le biais des marchés. Donc il y a toute une série d'activités. Grosso modo, si on fait le bilan de la cinquantaine de villes du monde qui sont vraiment actives et qui ont construit des politiques alimentaires alternatives, on voit que le premier levier, c'est le foncier, c'est la maîtrise du foncier, donc c'est la protection des terres agricoles en périphérie, le réaménagement agricole de terres intra et de terres d'interstices urbains. Donc l'exemple de l'agriculture urbaine la plus développée, Montréal, où pratiquement maintenant tous les légumes viennent de la ville et de sa périphérie, et pratiquement plus de loin. Donc tout ce qui est maîtrise du foncier et mise en défense pour des terres agricoles. Deuxième chose, c'est la promotion de circuits plus courts, en particulier par le biais des cantines scolaires. C'est un grand levier pour les collectivités locales, c'est de jouer par le biais des cantines scolaires. Donc les contrats d'achat, les nouveaux types de contrats d'achat des cantines scolaires privilégient de plus en plus agriculture biologique ou agriculture raisonnée, ou en tout cas agriculture alternative, et de plus en plus agriculture de proximité, avec l'idée de rassurer le consommateur. Donc, les cantines scolaires, c'est quand même un marché important qui s'avère être un levier important pour des transformations agricoles en zones plus éloignées. Et puis la troisième arme dont disposent les villes, les collectivités locales, c'est l'aménagement des zones commerciales, la création des marchés. Où est-ce qu'on met les supermarchés? Est-ce qu'on crée des marchés paysans, des marchés de plein vent? Et donc là, on voit émerger chez les urbanistes, par exemple, une nouvelle prise de conscience qu'en fait, les urbanistes ont des choses à dire sur la question alimentaire, et notamment sur la question de la distribution. Alors après, on pourrait discuter de tas d'autres initiatives, je suis sûr que vous en connaissez à vous tous bien plus que moi, parce que vous avez besoin de plus large. Mais grosso modo, c'est ça, les trois grands leviers qu'on voit émerger. Et puis, dernière chose, c'est que ces villes-là, qui ont entamé des processus de construction de politique alimentaire urbaine, se sont dotées de nouvelles formes de gouvernance de la question. Et c'est ça qui nous intéresse en particulier, c'est qu'il y a l'invention d'une nouvelle forme de démocratie alimentaire, sous la forme de ce qu'on appelle les Urban Food Councils aux États-Unis et au Canada, où société civile, très peu secteur privé, mais parfois secteur privé à petite échelle, collectivités locales, associations, s'organisent collectivement pour construire et piloter ensemble les politiques alimentaires, définir les priorités d'une politique alimentaire locale, rentrant maintenant progressivement en conflit avec les niveaux nationaux, qui ne comprennent rien à ce qui se passe, en l'occurrence, qui ont du mal à suivre, et dans lequel on voit en particulier beaucoup plus d'intersectorialité, des acteurs qui se connaissent, des clivages politiques qui disparaissent pour construire des alternatives avec des bagarres terribles, malgré tout des bagarres politiques terribles, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit moins de clivages politiques dans la construction de projets collectifs, un très grand partenariat avec la société civile, entre les politiques municipaux, collectivités locales et la société civile. Et on ne retrouve pas, par exemple, la sectorialisation entre, par exemple, agriculture, santé, emploi, éducation, culture, qu'on trouve à l'échelle nationale. On ne retrouve pas ça à l'échelle locale, on trouve des expériences beaucoup plus intersectorielles, beaucoup plus combinées, capables de jouer à la fois sur les questions de sécurité alimentaire, de nutrition, de culture, d'intégration sociale, et arrivant à faire avec les outils dont ils disposent, que j'ai mentionné tout à l'heure, quelque chose d'alternatif et d'intéressant. Donc les alternatives se multiplient, on est tout content, ça y est, voilà, on va changer le monde avec ça.
Faisons le bilan quand même de là où ça s'est beaucoup développé, donc dans les premières villes où ça s'est considérablement développé. Le bilan quand même, c'est que oui, ça bouge, oui, les légumes sont davantage locaux qu'avant, c'est vrai. Le miel est un petit peu plus local qu'avant, c'est vrai. Mais grosso modo, ça n'a pas changé fondamentalement le système. C'est-à-dire que c'est super, c'est alternatif, ça expérimente, ça crée des nouvelles techniques agricoles. Christine Oubli de AgroParisTech qui a expérimenté, poussé les étudiants d'AgroParisTech à expérimenter des jardins sur le pont, nous dit qu'il y a dans les savoir-faire des urbaculteurs, des gens qui font de l'agriculture urbaine, il y a des savoir-faire sur la maîtrise par exemple des pathogènes qui sont particulièrement intéressants et qu'il vaudrait le coup d'étudier ça de beaucoup plus près. Des agencements de plantes, des rotations. On ne les met pas à n'importe quelle distance, on ne les met pas les unes après les autres dans n'importe quel ordre, et tout ça c'est pour limiter les charges de pathogènes. Donc il y a bien de l'innovation, il y a des tas de choses super. En même temps, si on regarde macroéconomiquement, ça pèse rien économiquement. Ça pèse symboliquement beaucoup, mais économiquement, la grande distribution reste complètement majoritaire, continue de se développer partout dans le monde, l'agroalimentaire investit tous les domaines, donc il ne faut pas qu'on rêve sur le poids économique que ça prend. Alors je voudrais qu'on discute un peu de ça, si ça vous intéresse, sur aujourd'hui, me semble-t-il, une vision que je commence à entendre beaucoup dans le milieu politique, qui est bon, mais il y a de la place pour tout le monde, il faut valoriser cette diversité, oui, il y a de la place pour l'industrie, oui, il y a de la place pour les initiatives plus micro, plus portées par la société civile. Et tout ça, ça s'agence dans un joli mélange vertueux où chacun y retrouve son compte. Je ne voudrais pas qu'on néglige le rapport de force qu'il y a dans les questions de réglementation nationale ou internationale, le rapport de force qu'il y a dans les investissements financiers, dans les investissements de la recherche, où la recherche travaille-t-elle et sur quoi travaille-t-elle, où l'enseignement se fait-il sur ces questions-là. On voit bien que là, on a une extraordinaire inertie du système dominant, et que le système alternatif, qu'on appelle de nos voeux, qui nous intéresse, qui nous semble être porteur de pas mal de solutions, en fait, il n'arrive pas à prendre du pouvoir. Alors, est-ce que c'est une bonne façon de raisonner le problème, de le raisonner en termes de pouvoir? Est-ce que finalement, il ne se passe pas des tas de choses secrètes, informelles, non visibles, et c'est très bien comme ça? Ou bien, est-ce que on n'a pas quand même à commencer à réfléchir à des modes de régulation qui gèrent le rapport de force entre les deux? Ce que je constate en tout cas, c'est que quand je discute avec les gros industriels de la grande distribution ou de l'agroalimentaire, sur toutes ces expériences alternatives, à aucun moment, les grands disent que ça va être une menace. Au contraire, c'est fantastique. C'est un laboratoire de milliers d'expérimentations qu'il faut surveiller de très près, qu'il faut évaluer de très près, parce que c'est des tas d'idées qu'on peut récupérer pour les marchandiser. On regarde ce qui se passe sur le net avec tout le développement des systèmes collaboratifs et de toute la production collaborative, construite par des milliers de gens qui vous construisent des bases de données, qui vous génèrent de l'activité non marchande qui est aujourd'hui un des supports de l'humanité. Quand on voit que la plupart de ces initiatives, toutes pratiquement, ont été récupérées par des boîtes privées, une fois que ça s'était lancé, et une fois que le coût d'investissement avait été assumé par un collectif de citoyens de bonne volonté, on se pose la question de cette récupération. Volkanovski, Chapello, pour ceux qui ont envie de lire un peu la sociologie du capitalisme, ont écrit un très beau bouquin il y a quelques années qui s'appelle Le Nouvel Esprit du Capitalisme, qui raconte exactement ça, qui montre comment le capitalisme a besoin de générer sa propre critique, et a besoin de la laisser émerger partout, sous forme d'initiatives citoyennes, contestataires, contestant même ce capitalisme, mais que en fait c'est un fabuleux laboratoire dans lequel on peut piocher des idées pour créer de la valeur marchande. Donc la question c'est, est-ce qu'on laisse cette multiplication d'initiatives comme ça, se faire comme ça, en disant bon c'est très bien, on a de l'alternative qui se génère, ou bien est-ce qu'on commence à essayer de gérer, ou en tout cas d'arbitrer, ou de réguler les formes de concurrence qu'il peut y avoir? Comment on protège ces savoirs-là? Comment on protège les savoirs de ces initiatives face à ces rachats, à ces récupérations marchandes du système? Est-ce qu'on n'impose pas des quotas sur
les orientations de la recherche, parce qu'aujourd'hui, ces milliers d'initiatives sont incapables de vous payer quoi que ce soit comme recherche. Il n'y a plus de recherche publique, il n'y a plus d'argent public quasiment pour faire de la recherche. Où est-ce que vous trouvez l'argent pour faire de la recherche? C'est dans le privé. Qui va vous payer? C'est pas les mecs qui font des jardins expérimentaux avec des nouvelles formes de lutte contre les maladies. Ils n'ont pas d'argent à vous donner à ça. Donc comment on génère un équilibre qui permet de davantage faire compter à ces alternatives capacité de véritablement renouveler le système? Je m'arrête parce que je ne sais pas comment ça fait, c'est différent. Et je préférais qu'on discute maintenant, si ça m'intéresse d'avoir vos questions, vos contestations même les plus virulentes. Bien qu'on discute. Merci. Voilà. Aux étudiants, pas forcément réjouissant. Je vais passer la parole soit à Peggy, soit à Catherine, soit à Cédric, qui voudrait éventuellement intervenir. Je vous poserai une question si on peut à un moment donné revenir sur ça pèse bien, parce que ça pèse bien, c'est quand même peur. Et quand on parle effectivement de terrain interstitiel en ville, qu'est-ce que ça représente? On voit mal, enfin, pratiquement, qu'est-ce que c'est que cette agriculture sur le terrain interstitiel? Je peux intervenir spécialement pour des questions dans la... En fait, moi, c'est pas pour une question polémique ou de rien. Ah. Moi, c'est pas du tout pour faire de la polémique. J'ai juste pas bien compris l'argumentaire sur pourquoi tout ce qui était local, en fait, était moins bon d'un point de vue environnemental. J'ai pas compris ça. En fait, on n'a jamais vérifié que le plus proche, géographiquement, était meilleur environnementalement. On ne l'a jamais mesuré. C'est une espèce d'implicite. On a organisé en décembre dernier un gros colloque à Montpellier de tous les gens du monde qui travaillent sur la relocalisation. On avait, je ne sais pas combien, 200 communications. Tout le monde fait du local, tout le monde fait du cours, etc. Il n'y a pas une communication. Il n'y a pas une seule expérience qui a cherché à mesurer le coût, enfin, ce qu'on a gagné environnementalement. Et quand on regarde par exemple ce que font les Brites sur le coût des filières, le coût environnemental des filières, on s'aperçoit qu'en fait, la distance entre la production et la consommation joue très peu dans le coût environnemental. Parce qu'en fait, le coût de transport, c'est pas grand-chose. En tout cas, dans le coût de transport, déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le coût du déplacement des citadins pour aller faire leurs courses pèse beaucoup. Et donc le coût par camion, alors encore plus par bateau qui pèse rien, mais par camion n'est pas si élevé que ça. Oui, c'est vrai que ça me choque de voir que les pêcheurs de Sète que je connais livrent leurs poissons à des usines de Dunkerque qui font des barres de poissons qui ramènent dans le Super U qui est juste sur le port. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on va économiser là-dessus qu'on va régler les problèmes environnementaux. Le coût environnemental, il est au niveau de la production agricole, avec l'engrais, avec la mécanisation, il est sur le coût de la transformation, qui est monstrueusement coûteux énergétiquement. Réfrigération, cuisson, refrigération, emballage. Quand on fait l'éco-bilan, l'analyse du cycle de vie des opérations agroalimentaires, c'est là qu'il y a un vrai enjeu environnemental en termes de coûts, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de pollution, en termes d'érosion de la biodiversité. Et l'enjeu, il n'est pas tellement dans le transport. C'est pas parce que ça vient de loin que ça coûte beaucoup plus cher. Je vous dis, il y a vraiment un très bel exercice d'analyse de cycle de vie qui compare les coûts environnementaux de la production de moutons en Nouvelle-Zélande avec la production de moutons en Nouvelle-Zélande. Et c'est clair que quand on fait le calcul des coûts, c'est plus intéressant d'être sur des systèmes extrêmement extensifs comme en Nouvelle-Zélande, avec un coût de transport bateau qui est très faible. Effectivement, le litchi avion, si vous comparez litchi avion Madagascar avec litchi bateau Madagascar, c'est pas tout à fait la même qualité gustative, etc. Mais là, c'est sûr que le litchi avion, c'est une horreur. C'est catastrophique. Le litchi bateau, c'est pas forcément. Tout dépend. Si vous comparez les serres non chauffées du Maroc avec les serres chauffées des Pays-Bas de la tomate, par exemple, au mois d'avril,
ben là, c'est vite vu que la serre, elle vient de bien moins loin, la tomate des Pays-Bas, mais rien qu'en termes de coût des serres, c'est monstrueux. Par rapport à des serres qui ne sont pas chauffées au Maroc. Donc, il faut prendre l'ensemble des coûts. Ça, c'est le premier truc. Finalement, le coût de transport, c'est avéré assez faible dans le coût environnemental. Et la deuxième chose, c'est que la relocalisation et la production agricole périurbaine est peut-être, du point de vue de l'émission des gaz, en particulier avec la question de l'N2O, peut-être pas du tout aussi bonne. En tout cas, on est en train de réaliser que l'N2O va changer peut-être la donne. Mais on a du mal à mesurer, on ne sait pas bien, donc il faut le prendre avec prudence. Et on a une suspicion là-dessus. Vous avez commencé votre intervention en disant les villes sont un concentré de problèmes, mais elles sont aussi la solution de l'agriculture de demain. Et vous finissez votre intervention en disant en fait, ce qui se passe en ville, c'est quand même peanuts, c'est minuscule, c'est gentil, c'est sympathique, c'est alternatif. Et puis de toute façon, ça va être récupéré par l'agroalimentaire et qui va manger tout ça. Donc, en quoi les villes sont la solution ? Et de toute façon, quelle est la solution pour les villes, puisque, comme vous l'avez dit, 80% de la population va vivre en ville d'ici 2050, et 80% des terres arables sont déjà cultivées, donc comment on nourrit les villes? Voilà, donc c'est deux questions en ligne. Une autre question, vous pouvez, si vous voulez, Moi, c'était pour rebondir sur ce que vous dites sur le N2O, parce que ce que j'ai pas bien compris, c'est que le N2O, c'est un problème environnemental parce que les effluents sont concentrés sur les zones périurbaines. Après, le fait que ça vienne de moins que de pas loin, ça change rien. Pour le coup, de toute façon, les effluents des villes restent en zone périurbaine. Oui, mais du coup, en zone lointaine, vous avez moins d'azote. Votre azote est moins important. Ah oui, ça crée le déséquilibre. Parce que là, vous cherchez l'azote des quatre coins du monde, si je puis dire, et puis en fait, vous le redistribuez en périphérie. Donc vous concentrez l'azote autour de vous. Et si vous vous mettez à cultiver sur ces zones-là, mais du coup, on n'est pas sûr que, d'un point de vue émission de gaz, ce ne soit pas très mauvais. Et puis, comme ça, on peut répondre plus globalement. Merci beaucoup Nicolas pour ton intervention. Et c'est juste pour compléter par rapport à la question de Madame. Je sais qu'il y a beaucoup d'expérience sur les questions alimentaires aussi dans les pays du Sud, où Action contre la faim travaille particulièrement. En quoi l'analyse que tu nous as donnée ici, avec des exemples aussi dans les pays du Nord, en quoi elle définit des grandes lignes sur un développement urbain qui serait vertueux dans les villes qui émergent, les grandes villes, les grandes mégapoles du Sud. Monsieur Romain. Merci Nicolas pour cette intervention. Vous mentionnez dans votre intervention les résultats d'une étude britannique qui faisait l'assertion selon laquelle les circuits courts ne sont pas très efficaces sur le plan environnemental. J'aimerais savoir si vous avez quelques idées en fait des innovations ou des outils actuellement prônés à même de contribuer notamment à la durabilité du système alimentaire urbain. Ça c'est ma première question. Et ma deuxième question en fait porte plutôt sur quand on parle de l'agriculture urbaine, on parle très souvent de la production végétale. Que pensez-vous du retour de l'élevage à milieu urbain, c'est-à-dire comment voyez-vous l'élevage d'étiquettes en ville pour faire du fromage? Oui, on va terminer ce premier round de questions par des réponses sur le compte pays. Pardon. Moi, je voulais poser une question. Excuse-moi, Alors, c'est une remarque, question. Tu parlais de la prédation horizontale qui a été une des étapes du développement de l'agroalimentaire, et tu parlais de l'accaparement des terres. Je voulais juste que tu me dises, parce que pour moi, c'est pas fini, hein, l'accaparement des terres, c'est une réalité très concrète aujourd'hui, donc tu me donnes ton avis sur ça et sur peut-être les directions que ça prend. Et puis après, peut-être si tu peux nous dire quelques mots sur les histoires de gouvernance des systèmes agroalimentaires, et en particulier sur les systèmes de partenariat privé-public,
Parce que ce qu'on voit dans le système agroalimentaire, c'est que les caisses de l'État étant vides, il y a de moins en moins de politiques publiques qui mettent de l'argent sur le développement de l'agriculture et des chaînes, des filières alimentaires en général. Et du coup, on a de plus en plus de programmes comme la Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition, par exemple, où en fait le public donne carte blanche au secteur privé pour faire ce qu'il a à faire, en dérégulant, en faisant certaines impasses sur les droits des paysans, etc. Voilà, je sais que c'est un autre sujet, mais je sais aussi que tu peux répondre. Donc, c'est pas vraiment facile, hein, quand même. Tu m'as pas peut-être pour commencer par la plus difficile, finalement. Où y a-t-il de l'émergence d'alternatives? Où y a-t-il de l'émergence d'expérimentations qui cherchent à régler les problèmes environnementaux, sociaux, culturels, de sécurité alimentaire? Aujourd'hui, je les vois plus dans les villes qu'à la campagne, clairement. Je les vois plus par des citadins qui essaient d'inventer autre chose parce que la pression du système a été telle qu'ils ont décidé de réagir. Et en même temps, je suis inquiet de la difficulté que ce mouvement prenne une véritable ampleur politique. Et je crains qu'effectivement, il soit récupéré. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut commencer à travailler, non pas sur l'idée qu'il y a de la place pour tout le monde et que, bien sûr, ils peuvent faire ça. Mais du coup, sans se donner les moyens de protéger ce qui se fait, en termes de propriété intellectuelle en particulier, de pousser les institutions publiques, les institutions de recherche, le financement, le secteur bancaire et un certain nombre de secteurs d'accompagnement du développement agricole et alimentaire, de les pousser à travailler avec ce type d'opérateurs. Ce qui pose des tas de problèmes, des problèmes juridiques, des problèmes de statut. Aujourd'hui, les urbaculteurs n'ont pas de statut, ils ne sont pas reconnus par exemple par les syndicats agricoles. Ils ne sont pas des agriculteurs. N'empêche qu'ils font des choses. C'est-à-dire que je considère qu'il y a là des ferments intéressants, des initiatives intéressantes qui sont en train d'essayer d'inventer un système alternatif. Donc je pense qu'il faut y porter la plus grande attention. Mais en même temps, je ne pense pas qu'il suffit de se dire que oh, ça va se débrouiller tout seul et ils trouveront bien leur place. Je pense qu'ils sont menacés. Ou en tout cas que leur force et leur importance politique, il faut la prendre au sérieux. Il faut prendre ce problème au sérieux au sens il faut lui aménager de l'espace politique si on veut qu'effectivement ça construise de l'alternative. Donc je pense qu'il ne faut pas laisser faire simplement en se disant ça va se débrouiller tout seul. Je pense qu'il faut une vraie volonté politique de dire j'encourage ça, je protège ça, j'aménage ça, j'accompagne ça. Même si une partie se construit contre le système, je pense qu'il faut que, au moins au niveau des collectivités locales, c'est ça que je trouve intéressant dans ce que veulent faire les villes, c'est que les villes, du coup, commencent à prendre ça au sérieux. Et commencent à dire, je reconnais qu'il existe une activité importante dans la ville qui est par exemple la production agricole. Même si ça ne représente pas grand-chose en termes d'apport nutritionnel ou alimentaire de la population, il y a pour moi là quand même un endroit intéressant à regarder, à prendre davantage au sérieux. C'est pas parce que je dis qu'aujourd'hui ça pèse pas beaucoup que du coup ça mérite pas d'intérêt. Au contraire. Je pense que ça mérite un grand intérêt. Je pense qu'il faut vraiment pousser les gens à le caractériser, à l'étudier, à le faire rentrer dans les stats. Ça n'existe pas dans les stats. Ça n'existe pas formellement. Donc, le faire rentrer. On commence à travailler par exemple avec l'agglomération de Montpellier sur la réforme de son système statistique pour renseigner l'activité de la ville, pour essayer de prendre en compte toutes les initiatives citoyennes. Dans la ville de Dakar, on regarde avec les collègues de l'ENDA, à Dakar, le système statistique de la municipalité ne prend en compte que les activités formelles. Le secteur des activités informelles de rue n'existe pas dans la comptabilité de la ville. Donc c'est reconstruire des appareils statistiques qui reconnaissent l'importance de ces secteurs-là, reconstruire de l'enseignement qui prend en compte les besoins, reconstruire de la recherche qui répond aussi aux problèmes qu'on rencontre. Et du coup, ça fait un petit lien avec les histoires de l'élevage. Élevage urbain, oui, avec un problème qu'on connaît, qui est la question des nouvelles pathologies animales. Puisqu'on voit qu'au Vietnam, en Chine, un des problèmes, c'est que les risques forts de contamination ou de transformation des virus sont liés aux promiscuités d'animaux humains en ville. Et que du coup, tout
tout le monde a assez peur de ça. Ça veut dire que si on a peur aussi, c'est qu'on n'a rien étudié de ça. Aujourd'hui, on travaille sur l'élevage, mais attention que ce soit à la campagne. Les nouvelles conditions de l'élevage en milieu urbain, la recherche ne s'intéresse pas à ça. Il faut qu'elle se mette là-dessus pour voir comment elle peut maîtriser le risque sanitaire par rapport à ça, pour voir comment on peut arriver à rendre compatible la réintroduction des animaux dans la ville sans faire courir à la population urbaine des risques sanitaires importants compte tenu des pathologies qu'on a. On voit sur Ebola, par exemple, le risque que ça comporte l'arrivée de ces nouveaux types de virus. Mais du coup, c'était aussi ta question, c'était... je me souviens plus de question. Mais qu'est-ce qu'il y a comme système alternatif? J'avais trouvé intéressant, à une époque, avec les chercheurs indiens qui ne comprenaient pas du tout, par exemple, quand en France on parle de filière de provisionnement des villes. Et quand ils nous demandent c'est quoi une filière, on leur disait c'est de la production, la consommation. Ils disent ah bon, mais après la consommation, il ne se passe rien. Et en fait, non, on n'y avait pas pensé qu'il se passait des choses quand même après. Et par exemple, eux ne raisonnent pas filière, ils raisonnent cycle. Pour eux, tout doit se concevoir dans des systèmes complètement bouclés. Et ils ont investi, surtout dans les années 70 et 80, dans des systèmes qui bouclent énormément de choses. On recycle tout. Donc on est vers tout ce qui est l'économie circulaire, la réinvention de la représentation même qu'on a du fonctionnement de notre économie au travers de la question de nos déchets, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les valorise, et comment on considère non plus que ce sont des sous-produits, des coproduits, comment ce sont des produits qu'on peut réinjecter dans le système, soit sous forme d'énergie, soit sous forme de fertilisants, soit sous forme alimentaire. Donc moi, il me semble que là, les Indiens et les Chinois aujourd'hui nous ont donné quelques voies possibles. C'est déjà de travailler sur les cycles. Alors l'analyse de cycle de vie nous y aide, c'est un outil qui aide à ça, elle permet de prendre en compte ces histoires-là. Mais je pense qu'on a même des révolutions mentales dans notre formation, dans nos représentations du monde à avoir. Cette question de durabilité, elle change la façon dont on doit produire. Et dans ces initiatives qui s'inventent dans les villes, il y a un certain nombre de choses intéressantes, en particulier en matière de recyclage. On utilise les mares pour faire de la valorisation de déchets, qui sert à produire du poisson, qui sert à produire des sources énergétiques comme de la jacinthe, qui servent à alimenter des digesteurs, qui servent à chauffer et faire de la transformation. Et on voit des systèmes, notamment en Asie, complètement bouclés, qui me semblent intéressants de regarder, qui sont très typiquement issus des villes. Je ne sais pas si ça répond complètement. Pourquoi j'ai marqué Shanghai cahier. Je ne sais plus à quelle question ça répondait, mais je vous donne c'est pas une réponse, mais je ne sais pas comment. J'ai marqué Shanghai parce que Shanghai c'est une ville intéressante, parce qu'il me semble que c'est une des premières villes qui a compris qu'elle ne pouvait pas se nourrir avec son environnement de proximité, compte tenu de la taille de la ville. Et donc la mairie de Shanghai a dit d'abord, la première chose, c'est on ne peut pas uniquement se nourrir avec le périurbain, même s'ils sont déjà dans cette logique d'essayer de rapprocher la production. Mais il faut qu'on contrôle mieux nos approvisionnements alimentaires. Donc qu'est-ce qu'a fait la ville de Shanghai? Elle est allée acheter de la terre au milieu rural. Elle est allée créer des domaines. Lausanne en Suisse, elle a fait la même chose. Elle est allée chercher de la terre au milieu rural, elle a été acheter de la terre et mettre des paysans pour produire pour la ville, avec des contrats, à condition de respecter des cahiers des charges sur l'environnement, sur le social. Ce que je trouve intéressant dans l'affaire Shanghai, c'est que pour la première fois, les Chinois nous disent la question de l'approvisionnement des villes, ce n'est pas simplement une question de proximité, c'est une question de réinventer une autre forme de lien au loin avec les agriculteurs, de façon à garantir de la durabilité et de la production agricole et du système alimentaire, y compris dans la distance. Et il me semble que ça, c'est une voie qui est intéressante. On s'est amusé à faire, en suivant l'expérimentation qu'ont fait les agros à Rennes, avec Catherine Darrow, qui est une sociologue et prof à la Rennes. Un exercice collectif de la promo pendant un mois a consisté à faire le calcul de ce qu'on appelle le footprint, c'est-à-dire la surface agricole nécessaire pour nourrir la ville de Rennes. Donc on prend la population de Rennes, on regarde ce qu'elle mange, on convertit en quantité,
et on convertit ensuite ces quantités en surface agricole nécessaire pour nourrir la ville compte tenu des rendements qu'on a autour de la ville. Donc ça vous permet de dessiner une carte fictive de quelle serait la surface agricole autour de la ville nécessaire pour arriver à nourrir la ville. Puis après on joue en disant, et si on utilisait tous les espaces interstitiels de la ville et qu'on se mettait à cultiver sur les toits, de combien ça réduirait la pression et la surface nécessaire pour nourrir la ville? Ils se sont amusés à faire ça. Et donc, ils ont montré effectivement qu'on pouvait gagner un peu de pression en termes de surface si on réinvestissait les interstices urbains pour la production de lumière. Bon, on ne gagne pas énormément, mais on gagne un peu. Donc voilà, ça montrait que finalement, oui, on gagne un peu, mais pas tant que ça. Que par contre, si on réduit rien que de 20% la consommation de produits animaux, alors là, tout d'un coup, la surface est carrément réduite parce qu'une très grande part de notre surface agricole est occupée par la production animale, enfin, la production alimentaire pour les animaux. Donc ils se sont amusés à faire ce calcul, et on a repris la même méthode, et on a fait ça sur Montpellier, en disant, Montpellier c'est différent parce que notre environnement est beaucoup moins fertile, on n'est pas du tout sur le bassin rennais extrêmement fertile en périphérie de la ville, avec des super terres. Nous on est vraiment sur le truc méditerranéen, avec des rendements vraiment pas terribles, grosso modo il y a du caillou, on peut faire un peu de vigne. Mais on a fait le calcul quand même. Et alors, on prend exactement la même méthode que René. Et on voit que, grosso modo, il faut toute la surface de l'Hérault pour nourrir le pays. À peu près la surface du département. Finalement, c'est jouable. Il n'est pas si gros que ça. On se rend compte d'une chose, et je trouve que c'est très symptomatique. Les étudiants avec qui on a fait ça, tout d'un coup, on se rend compte qu'on a oublié de nourrir les ruraux. Les ruraux de l'Hérault. Et les ruraux du département, les gens qui ne s'habitent pas dans l'agglomération de Montpellier, on a oublié de les compter. Parce qu'on est obnubilé par notre affaire d'arriver à approcher de ces flux, on oublie. Alors on les compte, alors là on s'aperçoit qu'en fait, c'est totalement inimaginable de nourrir la ville de Montpellier avec la production agricole de l'Hérault. Là, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Ça veut dire qu'on est condamné parce que la ville a grossi dans une population rurale sur le littoral qui est déjà assez importante, sur lequel on a une forte densité de population, mais en l'occurrence, on est dans un environnement et avec une taille de ville qui rend impossible de nous nourrir uniquement par des circuits de proximité, en tout cas par la région. On est obligé d'aller beaucoup plus loin. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'inventer pour arriver à nous nourrir durablement, soit on revide la ville, les Pol Pot a essayé de faire ça, vous avez vu ça aller, soit ça veut dire qu'il faut qu'on invente des relations à distance, avec des contrats, avec des formes de relations à l'agriculture, qui vont du coup permettre à la fois de nous nourrir et à la fois de ne pas matraquer l'environnement comme ça s'est fait pour arriver à nourrir les gens. Soit on produit davantage en ville. On peut produire davantage en ville, on peut produire plus de légumes en ville, ça ne va pas faire grand-chose. À la limite, sur le légume, ça va. À la limite, sur le fruit, ça va. Sur le lait, sur la viande, sur les céréales, sur les huiles, sur les condiments, sur le sucre, non. On ne peut pas le faire en périphérie de la ville. On n'a pas assez de surface, ou alors il faut qu'on invente des systèmes hyper intensifs. Mais l'idée, c'est de le faire quand même sans pétrole. C'est quand même là, l'idée, c'est d'inventer une agriculture sans pétrole. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on invente une agriculture sans prédation verticale, qui est capable de nourrir les gens qui sont maintenant plus de la moitié non producteurs agricoles. Et ça, c'est l'équation qui me semble doit être donnée à la recherche. Et si on produit davantage de fruits et légumes en ville, on peut dégager des espaces à la périphérie pour produire les autres éléments que vous venez de mentionner, non? Sans produire, sans chercher plus loin. Oui, mais bon, il faut de la surface quand même. Si on calcule les surfaces nécessaires, il faut de la surface, c'est-à-dire que c'est pas parce que je vais supprimer un peu de vergers qui produisent de l'agriculture intensive de carottes et de tomates en périphérie de la ville que du coup je vais produire le blé pour toute la ville. En termes de surface, j'ai besoin de place quand même. Même si j'ai des systèmes intensifs. Donc on voit bien que, alors ça dépend des villes, Rennes peut peut-être s'en sortir davantage parce qu'elle est localisée dans un bassin productif. Montpellier, c'est les villes côtières par exemple, qui historiquement se sont construites sur de l'échange à distance, ont réussi à grossir parce qu'elles allaient chercher leur nourriture loin. Que ce soit Dakar, que ce soit Abidjan, que ce soit Londres, toutes ces villes-là se sont construites grâce à l'échange au loin. Donc
Donc aujourd'hui, elles peuvent relocaliser une partie pour rassurer leurs consommateurs, mais il y a une telle population qu'en fait, il n'y a pas de surface suffisante. Et le problème que je crains, en tout cas c'est intéressant de discuter avec les collectivités locales, c'est que si je relocalise complètement, ça veut dire que j'imagine que je gère mon problème localement, et qu'est-ce qui se passe dans les zones rurales? Je les laisse tomber. Je fais quoi? Démerdez-vous. Produisez pour qui vous voulez. On est bien avec quand même une question aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait des paysages agricoles qui sont loin des villes. Donc ça veut dire qu'on est obligé, pour moi, d'inventer, de se creuser la tête pour inventer d'autres formes de relations à distance entre ville et campagne, qui permettent de tisser du lien, de réconcilier aussi les citadins. C'est pour ça que je trouve que l'expérience de Lausanne, d'avoir des domaines au loin dans lesquels on envoie les enfants des écoles, pour apprendre ce que c'est que l'agriculture, sur des domaines en plein milieu de la campagne suisse, quoi. C'est quelque chose d'intéressant. Et c'est pas forcément du périurbain. C'est, en l'occurrence, c'est plus loin, mais ça incite à réinventer une hypothèse. Je n'ai pas la solution. Je pense qu'il faut l'inventer. Je pense qu'il faut regarder ça sérieusement. Ouais, pardon. Oui, là, on a le mot sur le calcul du footprint lié à la consommation constante. Donc, est-ce que, au niveau de la recherche, les questions de modification du schéma de consommation, mais à un niveau un peu macro, quoi, est envisageable? Alors après, nord-sud, comment ça évolue cette question de la consommation? Parce que sur les projections qu'on fait, même quand on dit qu'on doit augmenter fortement la production agricole de plus de 70%, à l'horizon 2050, on raisonne toujours comme si les modèles de consommation étaient constants. Or, il y a quand même peut-être une inconnue là-dessus, il y a peut-être des choses à faire sur ce sujet. La recherche peut faire absolument ce qu'elle veut. Elle peut parfaitement interroger, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. On s'est amusé, on peut dire ça, à calculer de combien on réduit la pression sur les terres en réduisant de 20%, 30%, 40% le gaspillage, en réduisant de 20%, 30%, 40% la consommation de produits animaux, en fonction, par exemple, on dit on ne mange plus que de la vache à l'herbe. Pas de nourriture intensive, pas de production alimentaire pour nourrir les animaux. Pas de production agricole pour nourrir les animaux, juste de l'herbe, du champ, du pâturage. Donc ça fait quoi? On peut le faire. Et on voit qu'effectivement, c'est le levier le plus fantastique qu'on a pour réduire la pression, en l'occurrence. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de constater que aujourd'hui, comme tu dis très bien, dans les projections que fait la FAO, que font les prospectivistes, on considère le modèle de consommation finalement à forte inertie, constant, non changeant. Et il me semble qu'on est encore dans une représentation de la question de la consommation qui est la consommation est donnée. Je ne peux pas la changer. Elle est liée au revenu, elle est liée à l'accroissement du pouvoir d'achat, et c'est vrai que quand on compare, plus on est riche, plus on mange de viande, ou de produits animaux, donc je ne peux rien y faire, je ne vais pas laisser les gens pauvres pour réduire la pression. Donc je la considère donnée. Et c'est pas faux qu'elle est donnée. En partie, elle a une forte inertie, et je vois bien des convergences internationales dans les grandes structures de régimes alimentaires. Mais en même temps, on peut aussi porter plus d'attention au fait que la consommation est construite par l'offre. L'offre construit la consommation. C'est parce qu'aux États-Unis, on a eu besoin de trouver des débouchés à la production agricole, que n'oublions jamais qu'il y a eu une campagne pendant des années de publicité pour dire aux gens mangez de la viande. Et qu'en France, on nous a fait la même chose avec les produits laitiers. Et qu'aujourd'hui, il y a une bagarre chez les nutritionnistes sur la question des produits laitiers. A-t-on besoin de consommer autant de produits laitiers? Oui, pour défendre les producteurs laitiers français. Donc, aussi de se rendre compte que c'est le bas prix des aliments, c'est l'offre constante, surabondante, dans les cantines scolaires, par exemple. Tous les nutritionnistes vous disent, vous n'avez pas besoin de servir un repas de viande, de produits animaux, dans les cantines, on va dire adultes. En France, c'est un peu plus compliqué. Chez les adultes, cantines d'entreprise, vous avez de la viande tous les jours. Les nutritionnistes vous disent, vous n'avez pas besoin de nutritionnisme. 2 fois par semaine, ça vous suffirait largement. Alors regardez la pression de l'offre.
Nous, on s'est bagarré pour avoir une zone dans laquelle on a des plats sans viande, pas pour les végétariens, pour dire, je ne suis pas obligé de manger de la viande tous les jours. C'est compliqué, on ne sait pas faire, on n'a pas les recettes, on n'a pas non plus la cuisine. En tout cas, ce qu'on voit bien, c'est que l'offre pendant des années où le midi, vous n'avez pas le choix, de toute façon, vous allez bouffer toujours de la viande, eh ben, il a façonné aussi une demande à viande. Donc, je considère qu'effectivement, la demande, elle est donnée, elle a de l'inertie, elle est liée à des facteurs économiques, mais je pense qu'il faut qu'on étudie davantage, et ce n'est pas aujourd'hui la façon dont on fonctionne en sciences sociales appliquées à l'alimentation, le façonnement de la consommation par l'offre. L'offre influence considérablement et construit la demande, et les industriels le savent très bien, c'est eux qu'on construit de la demande de réassurance en vous faisant peur, de la demande d'équité en vous dénonçant l'inéquité. C'est pas tout d'un coup les consommateurs qui sont dit oh là là, mais les filières café, ça va pas du tout, c'est très inéquitable, il nous faudrait un système. On a construit une demande d'équité, c'est quand même une volonté de sensibiliser le consommateur pour lui dire consommez de l'équitable pour résoudre un problème que je vous montre. J'ai rien contre le commerce équitable, hein, mais je peux dire qu'il me semble qu'il faut qu'on change notre raisonnement, qu'on regarde en quoi la demande est construite par nous. On est un petit peu rattrapé par l'heure, hélas, parce qu'on a envie de continuer. Il y a plein de choses qui sont vécues avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Philippe Laforge? Bonsoir. Vous avez souligné qu'avec les schémas de consommation actuels, même améliorés, en moyenne 2 fois par semaine, on aboutit à une impasse environnementale et énergétique, vraisemblablement. 2050, disons. C'est ce que j'ai pu comprendre. Si on réduit notre consommation, si on change notre consommation, la pression est bien moindre. La pression est moindre. Quand même. Mais si on veut vraiment nourrir toute la planète selon les schémas occidentaux raisonnables, disons, dans la viande de 3 par semaine par exemple, est-ce qu'on arrive, compte tenu des surfaces, compte tenu des disponibilités énergétiques, compte tenu des contraintes environnementales, est-ce qu'on sait si on arrive à nourrir la planète? Ou est-ce qu'il faut carrément aller vers des schémas complètement différents, manger des sauterelles ou que sais-je encore? On ne sait pas faire, on ne sait pas répondre. Il y a eu un exercice qui s'appelle Agrimonde, qui a été fait par des collègues du CIRAD et de l'INRA, qui visait justement à faire des scénarios un peu de calcul de quels seraient les besoins d'augmentation de la production avec une population de 9 milliards d'habitants en 2050 et selon différents scénarios de consommation. Donc, un scénario tendanciel qui serait la planète entière se met à consommer comme l'Occident aujourd'hui. Et Même amélioré. non, alors dans un premier temps, non amélioré, c'est-à-dire un alignement progressif de tous les pays du monde à notre modèle. Donc notre modèle, je rappelle que ce n'est pas uniquement consommation de viande, c'est que grosso modo, la moitié de ce qu'on produit part à la poubelle. N'oublions pas. Grosso modo. Dans les pays européens ou nord-américains. Selon ça, ingérable. Impossible d'imaginer qu'on ne bousille pas la planète si on continue sur ce projet. Donc du coup, alternative. Réduction du gaspillage, réduction de la consommation de produits animaux pour arriver à un seuil qui est grosso modo 30 à 40% moins élevé que le nôtre actuellement, mais sur lequel on aligne tous les autres pays du monde sur ce seuil, c'est-à-dire qui monte. Là, il y a du défi. Il y a effectivement une augmentation de production à assurer, malgré tout. Mais elle apparaît raisonnable. Par contre, l'équation qui serait faire ça sans pétrole, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Mais en même temps, ce qui me semble, c'est que c'est ça que doit faire la recherche, c'est commencer à travailler sur cette hypothèse-là. Et donc de commencer à réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire des systèmes intensifs pour arriver à ce type d'équation, mais sans ressources fossiles, en tout cas avec au moins une moindre prédation sur les ressources fossiles que ça en a aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Mais il me semble que c'est ça l'équation à résoudre. Enfin, en tout cas, il me semble que c'est là-dessus que la recherche doit bouger. Et pour que la recherche se bouge, il faut qu'il y ait des forces politiques qui la poussent à bouger. Et aujourd'hui, les forces politiques, justement, elles sont faibles pour arriver à pousser
ma boutique qui s'appelle CIRAD ou la boutique qui s'appelle Innova en France ou les autres boutiques de la recherche, à arriver à effectivement faire totalement changer et les programmes de l'enseignement supérieur agronomique et les programmes de la recherche. Et voilà. Là, il y a pour moi un vrai défi pour lequel on peut se mobiliser, nous, quoi. Chez nous déjà, à commencer à travailler à ça. Et quelle est la part de pétrole consommée par l'agriculture et la nourriture dans la consommation de pétrole? Je sais plus. Non, j'ai peur de dire une bêtise. Je vous donne pas de chiffre, j'ai peur. Moi j'avais une question. Au début, tu disais on va arrêter de ronronner et puis on va taper un petit peu sur les choses qu'on croit acquises d'avance. Donc on a bien compris pour les circuits courts et pour les questions de relocalisation. Et tu as mentionné aussi l'augmentation de production et l'agriculture familiale. Et j'aimerais bien entendre ce que tu as à dire à ce sujet. En fait, c'est pas le sujet. C'est l'année de l'agriculture familiale. Respect. Donc, je comprends qu'on ait construit cette année pour une défense d'une agriculture familiale menacée par une industrialisation et des accaparements de terres, pour que je vais répondre à ta question, qui sont moins importants que ce que les médias l'ont dit. Quand on regarde la Land Matrix, qui est un super exercice qu'ont fait des ONG avec le CIRAD à partir de Pretoria, l'Afrique du Sud, d'essayer de vérifier tous les achats de terre du monde, de vérifier effectivement où on en est. En fait, ils ont montré qu'il y avait eu un énorme ballon qui s'était gonflé, mais qu'en réalité, il n'y en a pas tant que ça, même s'il y en a. Et qu'il y en a des graves, mais encore. Donc il y a bien une défense d'une forme d'agriculture par rapport à une menace qui est considérée, qui est le développement de l'agriculture industrielle. Ce qui m'agace, c'est que ça tend à minimiser, pour moi, un des grands problèmes de l'insécurité alimentaire, qui est qu'au sein de l'agriculture familiale, c'est là qu'on a les gens qui souffrent d'insuffisance ou d'insécurité alimentaire ou de malnutrition. L'agriculture familiale est un domaine très hétérogène, dans lequel on a des gens qui n'ont pas suffisamment de terre, qui n'ont pas de moyens de production, qui n'ont pas accès à des semences, à de l'engrais, à du matériel, à du crédit, à de la main-d'œuvre, qui sont en train de se faire spolier leurs terres, non pas par des grands capitalistes internationaux, mais par les gros agriculteurs de leur propre village, qui les exploitent pour de la main-d'œuvre pas chère, qui leur achètent leurs produits pas chers pour le revendre un peu plus cher sur les marchés. C'est-à-dire que ça tend, pour moi, des fois, un peu à idéaliser ce modèle, que par ailleurs je défends par rapport à un modèle agro-industriel, mais qui ne doit pas nous faire oublier, qu'au sein de l'agriculture familiale, on a une concurrence féroce entre agriculteurs sur l'accaparement des quelques moyens qu'il y a, que deux, au sein des familles, les femmes sont quand même celles qui sont les plus exploitées, qui travaillent le plus, et c'est grâce à ça que l'agriculture est compétitive, parce que du coup, leur rémunération elle est extraordinairement faible, et que ça m'énerve, que dans l'année de l'agriculture familiale, on ne le dise pas comme... Alors en même temps, de quoi je me mêle? Je n'ai pas à me mêler des agricultures familiales du Sud, elles se débrouillent, et les familles se débrouillent. C'est de quoi quel est mon droit d'aller parler de ça? Mais en même temps, je trouve qu'il y a dans cette défense-là une négation d'un certain nombre de mécanismes internes à l'agriculture familiale, dans sa propre évolution, qui conduit aujourd'hui à des vrais problèmes d'insécurité alimentaire. Et que c'est pas à cause des grandes multinationales qui tentent d'acheter la terre qu'on a aujourd'hui des gens qui ont faim dans les villages. C'est aussi déjà entre eux, à l'intérieur même des villages, et à l'intérieur même des familles. Tous les gens qui vous montrent qu'un dollar qui est gagné par une femme est beaucoup plus utile, est bien mieux utilisé à la sécurité alimentaire des enfants qu'un dollar gagné par un homme, ça montre aussi qu'il y a des problèmes là, et que ce n'est pas uniquement les multinationales qui sont responsables de la malnutrition des enfants. Donc, c'est pour ça que c'est une façon aussi d'embêter les collègues qui défendent l'agriculture familiale. Bonsoir. On a parlé tout à l'heure de la recherche, et moi je voulais vous poser la question de savoir si les OGM, d'après vous, peuvent nourrir l'humanité. Est-ce que les OGM font partie de la transition agricole et alimentaire? Et j'aimerais en particulier, parce que je pense centrer votre
votre réponse. Je voudrais que vous me donniez des arguments, peut-être des chiffres, pour nourrir le débat avec des amis. Madame, vous vouliez poser une question, comme ça j'en prends plusieurs, et puis après... On parle jamais de poisson. On parle de viande, mais les ressources de la mer, c'est... Nicolas, pour son parler sur la question des OGM, c'est vrai que dans notre cycle de transition agricole, il était inévitable d'aborder ce sujet. Enfin, on ne pouvait pas ne pas aborder ce sujet, et pourtant on n'a pas planifié vu la complexité du sujet. Et donc, en fait, dans notre cycle, on ne parlera pas des OGM. Alors, si tu peux en parler ce soir, c'est formidable parce que... En proposant que la dame me pose la question, ce n'était pas du tout une façon de m'échapper, j'ai très envie de vous répondre là-dessus. Bon. Pardon. Oui, oui. Donc, pour aider à cette transition agricole et alimentaire, comment envisager, faut-il envisager une transition urbaine aussi, puisqu'on prend comme une donnée constante et qu'en 2050, on sera 2 tiers urbains. Et moi aussi, j'aimerais bien juste une chose, parce que non, mais on parle toujours du produit agricole, mais pas de sa transformation, alors que c'est ça aussi qui modifie quand même, et l'importance de l'agroalimentaire, elle est là. Ça a quand même beaucoup changé, on a chacun des habitudes alimentaires en fait, façonnées un peu par cette, voilà, cette existence en fait, de l'IA un peu partout, et puis mais il y a quand même énormément de grosses entreprises qui sont maintenant à l'échelle d'un État. Comment est-ce qu'il répond à ça? Ça me paraît, enfin, quel est le contre-pouvoir? Comme apparemment on va prendre du déjeuner ensemble, on ne mange pas de jambon de malade au petit déjeuner, que des céréales. Mais bon, on va essayer de conclure sur ces questions-là, Nicolas. Parce que, bon, sur les OGM, il me semble qu'il y a aujourd'hui une très grande imposture qui consiste à nous faire croire que s'il y a des problèmes d'insécurité alimentaire dans le monde, c'est parce qu'on ne produit pas assez. Globalement, si on calcule, et la FAO fait tous les ans, la quantité d'aliments disponibles pour l'alimentation humaine. Donc j'enlève toute la production destinée à l'alimentation animale, toute la production destinée aux semences, toute la production destinée à l'énergie, le maïs préservé au carburant par exemple, et je ne garde que ce qui est produit pour l'alimentation humaine. J'additionne les calories de tous mes produits alimentaires et je divise par ma population. Aujourd'hui, la moyenne mondiale, c'est 2800 kilocalories par personne et par jour. On doit être à 2900 cette année. Le besoin nutritionnel est autour de 2000. Donc ça veut dire qu'en moyenne, la planète produit aujourd'hui plus que ce dont elle a besoin. Le delta, c'est le gaspillage. Donc si maintenant je le fais par continent, je suis à 4000 pour les produits pour les pays industrialisés comme l'Amérique du Nord ou l'Europe. Si je suis en Afrique, je suis à 2005. Donc je suis maintenant dans la limite. Ce qui ne veut pas dire que l'insécurité alimentaire est jamais liée à une insuffisance de production. Mais dans ces cas-là, c'est localisé. C'est dans certaines zones sahéliennes, dans certaines zones sèches de l'Inde, montagneuses, etc. Alors, est-ce que là où il y aurait besoin d'augmenter la production par habitant, est-ce que les OGM sont une solution? J'ai la chance d'avoir comme collègue le principal spécialiste des OGM, Jean-Christophe Glassman, qui connaît ça très bien, et avec qui on a beaucoup discuté de ces questions, et qui me dit la chose suivante. Aujourd'hui, les OGM ne sont absolument pas conçus aujourd'hui pour augmenter les rendements. Ils sont d'abord et avant tout conçus pour diminuer les utilisations de produits phytosanitaires. Et c'est d'abord aujourd'hui pour ça qu'ils ont été conçus. Donc aujourd'hui, est-ce que si on utilisait la technologie des OGM pour augmenter les rendements, est-ce que ça constituerait la solution? Alors ce qu'il dit, que je trouve intéressant, il dit d'abord aujourd'hui qu'il existe plein d'innovations techniques dans le domaine des systèmes de culture, de la maîtrise de la fertilité des sols, de la maîtrise de l'eau et de la maîtrise des adventices qui existent sur le marché, mais que la plupart des petits agriculteurs ne peuvent acquérir par manque de moyens et manque de capacité d'investissement. Mais dit déjà, si ces innovations existantes, éprouvées, qui marchent, on pouvait donner du crédit aux agriculteurs et ceux qui en ont le plus besoin pour les utiliser, déjà on augmente fortement le rendement. Mais il dit dans des zones où on aurait épuisé ces systèmes qui jouent sur le système de production.
on passe à ce moment-là au matériel végétal, à la capacité même de la plante. Et il dit, là, on a plusieurs batteries techniques. Et notamment, on a les hybrides, qui sont le moyen le plus simple de augmenter la capacité des plantes à répondre à de l'engrais ou à répondre à un certain nombre de conditions agronomiques. Il dit déjà, avec ça, qui coûte quasiment rien, on peut déjà améliorer considérablement le matériel végétal. Mais une fois qu'on aura épuisé ça, alors il nous reste une technique sophistiquée, qui est très intéressante, parce que très rapide, qui s'appelle les OGM. Et lui, il dit, moi je ne suis pas contre les OGM, mais c'est une solution. Une fois qu'on aura épuisé déjà tout l'extraordinaire potentiel qu'on a déjà au niveau de l'agronomie et au niveau de la sélection massale ou des écoles. Et je trouve cette position, elle décrispe le débat, de savoir si on est pour ou on est contre. Lui dit, moi je ne suis pas contre, mais clairement, lui qui travaille sur cette question, il dit, c'est clairement pas le problème par rapport à la fin du monde. Ça n'a rien à voir. Alors pourquoi ne pas commencer par les OGM? Pourquoi ne pas commencer par les OGM? Pour faire quoi? On est donné toutes les pistes et à la fin il y a des OGM. On a déjà des pistes existantes qui fonctionnent. Mais les OGM, non, pour augmenter le rendement, on n'en a pas encore. On peut se mettre à les faire. On pourrait dire à la recherche privée, les papiers de concurrence, elle n'est que privée, mettez-vous sur des variétés à haut rendement. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on aille dans la solution la plus complexe et la plus coûteuse, et celle qui est maîtrisée par finalement 4 acteurs mondiaux, alors qu'on a en magasin, on pourrait dire, des tas de solutions techniques qui ont fait leurs preuves, et qui, en plus de ça, ont été adaptées à des contextes locaux. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il dit le problème n'est pas tant des solutions techniques, c'est pas un manque de solutions techniques qui fait qu'il y a de la faim dans le monde. C'est qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui n'ont pas les moyens d'accéder à ces solutions, qui n'ont pas la terre suffisante pour cultiver, qui n'ont pas accès au crédit pour acheter de quoi mécaniser, ou de quoi utiliser des intrants plus performants, et que le problème, il est d'abord et avant tout là, il n'est pas dans l'absence de solutions techniques, clairement. Je ne sais pas si ça vous... Je vous renvoie à un papier qu'on a écrit dans l'idée il y a 2 ans là-dessus, qui démontre ça en détail. Je peux vous envoyer là-dessus. Non, je suis désolé, j'ai oublié qu'on n'a pas parlé de poissons. On a un problème de ressources sur le poisson, c'est-à-dire qu'on a bien épuisé quand même nos stocks, qu'on tarde un peu à passer à des systèmes durables de pisciculture. Je dis bien durables, parce qu'aujourd'hui les systèmes intensifs qu'on a en pisciculture posent un certain nombre de problèmes environnementaux et de santé. Donc pour moi, il y a un champ important qui est effectivement la production et pas la capture de poissons. Mais la ressource halieutique, elle est quand même franchement menacée. Pour information, il va y avoir cette année, discuté à Rome au Comité de la sécurité alimentaire mondiale, un rapport sur cette question-là, poissons et sécurité alimentaire, que je vous invite à consulter en ligne sur le site du Comité de la sécurité alimentaire mondiale. Est-ce qu'il faut une transition urbaine, c'est-à-dire qu'il faut empêcher ou dégrossir les villes? C'est ça que vous vouliez dire? Ben, je sais pas, le Nigeria, tu vois, il se réduire en taille, effectivement, c'est-à-dire que... Il me semble que la question qu'il faut qu'on étudie davantage, c'est les différents... Est-ce qu'il y a des effets de seuil dans les tailles des villes? C'est-à-dire, est-ce qu'on a intérêt à avoir des énormes villes avec des déserts urbains, enfin, des trop petites villes dans les régions? Enfin, c'est un vrai débat, très compliqué, très technique. Par exemple, qu'on a nous dans notre région, qui était de savoir, est-ce qu'on a intérêt à avoir une énorme ville, enfin une grosse ville comme Montpellier, et du coup, Béziers, Narbonne et Sète qui meurent, ou bien est-ce qu'on a intérêt à avoir un réseau de villes moyennes? Donc, on arrête de faire grossir Montpellier, on fait grossir Narbonne, Béziers et Sète, par exemple. Et c'est une vraie question très compliquée, parce qu'en termes d'emploi, les différents modèles, d'après les planificateurs, ne donnent pas du tout les mêmes résultats en termes d'emploi. Et que finalement, pour attirer un certain nombre d'entreprises et créer de l'emploi, vous avez besoin de villes qui ont une certaine taille. C'est là-dessus que Fresh, qui était notre président de région, s'est battu pour défendre un modèle qui était, on fait d'énormes villes, elle attire un certain nombre d'entreprises parce qu'elles aient fait le seuil. Et effectivement, le résultat, c'est qu'on a tué Béziers, Narbonne, etc. Et il y a d'autres gens qui défendent des modèles exploratifs. Donc pour moi, la question elle est plus là, c'est qu'on commence à pouvoir évaluer les effets environnementaux
de différentes configurations des villes en fonction de leur taille. Est-ce que ces effets de seuil peuvent jouer? Bon, ça, je pense que c'est un vrai chantier à ouvrir en géographie. Est-ce que la transformation agroalimentaire, on en a parlé quand même, me semble-t-il, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les grandes entreprises agroalimentaires? Est-ce que c'était ça un peu votre question? En fait, ma question, c'est surtout, parce que si on relocalise l'agriculture, d'accord, il y a une autre manière de voir les produits, mais finalement, s'ils sont transformés entre les deux, parce que là, on parle surtout des produits bruts, donc ça veut dire que c'est le consommateur qui fait son produit de cuisine. Donc ça veut dire que tout le monde se remet entre guillemets la clinique chez soi. Enfin, si j'ai bien compris, c'était ça en fait. Non, on peut avoir un tissu d'entreprises décentralisées, de plus petite taille, plus de PME. Et la France, de ce point de vue-là, a une configuration assez intéressante par rapport, par exemple, en Grande-Bretagne, où on a un très, très important tissu de PME agroalimentaires, qui font le gros de la transformation en France. Même si on a des Nestlé, des Danone, des grosses boîtes, on a quand même ce tissu-là. Et les comparaisons des configurations avec tissu décentralisé de PME ou avec transformation à la ferme, grosse industrie, ça aussi, il faut l'évaluer. C'est pas complètement évident, enfin, on n'a pas grand-chose là-dessus, c'est pas complètement évident que le modèle décentralisé soit forcément meilleur. J'en sais rien. Il faut vraiment l'évaluer. C'était ça ma question. Ouais. Et c'était aussi comment faire un contrepoids contre ces entreprises type Nestlé et Cargill qui sont vraiment comme des États en fait. Enfin, c'est des entreprises gigantesques qui ont un très très gros pouvoir économique. Et c'était un peu... Peut-être que vous laissez continuer de parler avec Nicolas sur ce point, parce qu'il est tout à fait tard. Merci infiniment d'avoir osé toutes ces questions. Merci.